et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle séance du cycle Agir en temps de crise, un cycle conçu en partenariat entre l'Institut d'études avancées de Paris et l'École pratique des hautes études PSL. Ce cycle Agir en temps de crise entame sa 4e année sur un thème malheureusement toujours autant d'actualité. Et cette année, nous examinons des actions concrètes afin de cerner quelles peuvent être les solutions pratiques de sortie de crise, qu'il s'agisse de diffusion du savoir avec les nouveaux médias, c'était la première séance, de low-tech, c'était la seconde, de systèmes urbains, c'était la troisième, ou de l'alimentation pour cette séance d'aujourd'hui, qui est aussi la séance de clôture. Chaque fois, nous mettons en regard de ces expériences concrètes une intervention plus académique pour réfléchir ensemble aux enjeux posés par les crises contemporaines et agir pour des systèmes durables. Aujourd'hui donc, comment penser la transition alimentaire ? L'augmentation de la population, l'impact de la filière et des comportements alimentaires contemporains sur le climat et la planète, le changement climatique, pour ne citer que certains des facteurs en jeu, nous obligent à réfléchir activement à une transition en matière de système alimentaire. La question n'est pas indépendante de nombreux autres enjeux et se pose de manière particulièrement aiguë en milieu urbain, puisque vous savez que le milieu urbain est notre milieu du futur. Elle doit également se penser au nord comme au sud. Nous n'avons qu'une seule planète. Des pistes sont amorcées déjà pour la mise en place de cette transition, mais elles rencontrent des obstacles de divers ordres. Comment impliquer les acteurs de différents niveaux de la filière, depuis les agriculteurs jusqu'aux consommateurs ? Sur quelles expériences peut-on s'appuyer pour réaliser cette transition alimentaire ? Aujourd'hui, nous accueillons François Moreau, directeur de l'Agence d'écologie urbaine de la Ville de Paris, et Patrick Caron, chercheur au CIRAD, directeur du Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transitions. Ma collègue, la professeure Séverine Mathieu, sociologue, directrice d'études à l'EPHE-PSL, qui coordonne ce cycle avec nous, va maintenant nous présenter les intervenants de cette séance. Merci Saadi et merci à vous toutes et tous d'être présentes et présents ce soir pour écouter donc nos deux intervenants. Donc à ma toute droite, François Morand, qui dirige depuis mai 2021 l'Agence d'écologie urbaine de la Ville de Paris. Cette agence, elle est chargée de la mise en œuvre des politiques municipales en faveur de la biodiversité, de la nature en ville et de la condition animale, mais aussi de l'alimentation et de l'agriculture durable. Auparavant, François a travaillé également en agence d'urbanisme et de développement économique et il a rejoint la ville de Paris en 2008. Et au sein de cette ville de Paris, il a aussi travaillé en faveur des acteurs, en faveur des acteurs du numérique, de la musique, des sciences ou des industries créatives. Et enfin, il a créé puis dirigé pendant 5 ans le service de la création, de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. À ma droite, un peu plus à droite, Patrick Caron, qui est chercheur au CIRAD, qui est géographe du développement, directeur de l'Institut d'études avancées MACIT, qui est centré sur l'analyse des controverses. Il est par ailleurs président d'Agropolis International et vice-président du CGIAR. C'est un ensemble de 15 centres de recherche agronomique dans le monde. Il est par ailleurs membre correspondant de l'Académie d'agriculture et d'alimentation, membre de l'Académie des technologies, et il a également été vice-président de l'Université de Montpellier chargé des relations internationales, président du groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale et enfin directeur général délégué du CIRAD. Donc nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Merci. Alors, Patrick, cher confrère, pourquoi et comment transformer les systèmes alimentaires ? Déjà, bonjour et super content d'être là. Et merci beaucoup, Séverine et Saadi, pour cette invitation sur ce sujet. Depuis la nuit des temps, depuis les origines de l'humanité, il est clair que l'alimentation a été au cœur des crises, que ce soit les famines ou les révolutions auxquelles on pense en premier lieu. Et pour autant, malgré le fait qu'il n'y ait pas toujours crise au sens de la perception d'une crise ou de la construction sociale ou politique d'une crise, il y a un véritable besoin de transformer l'alimentation. Elle est au cœur d'enjeux planétaires et ça nous renvoie probablement d'ailleurs au sens premier du mot crise, qui est le besoin de changement. Il y a sans aucun doute aujourd'hui un consensus autour de ce besoin de changement. On voit souvent l'image de la crise sous l'angle de la famine et des 800 millions de personnes qui se couchent tous les soirs en ayant faim. D'ailleurs, chiffre insupportable, puisque, a priori, on produit assez pour nourrir l'ensemble de l'humanité et qu'on gaspille environ la moitié de ce qu'on produit. Donc,
penser que 800 millions de personnes n'arrivent pas à s'alimenter malgré cela. Mais ce n'est pas uniquement cette question de la faim et de la sous-nutrition, c'est également, d'un point de vue nutritionnel, la question de ce qu'on appelle le triple fardeau aujourd'hui, à savoir les carences en micronutriments. Et d'un côté, c'est le second, et le troisième qui est l'explosion incroyable des problèmes de surpoids et d'obésité, et derrière, et avec cela, les questions de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer. Donc ce triple fardeau fait que l'alimentation est sans aucun doute aujourd'hui, malgré nos angoisses vis-à-vis de Covid, le problème de santé publique numéro 1 au monde. Et cela ne s'arrête pas là, puisque derrière les problèmes d'alimentation enfin nutritionnels plutôt, l'alimentation est aussi au cœur d'enjeux sanitaires qui dépassent la nutrition. On peut penser aux maladies émergentes et aux effets indirects de l'agriculture. Pensons juste à Ebola, pour donner un exemple. On peut penser également à la présence d'agents infectieux ou à la présence d'agents toxiques. Pensons aux produits chimiques qui sont aujourd'hui décriés. Et puis ça ne s'arrête pas là. L'alimentation est aussi au cœur des enjeux d'environnement. Un tiers des émissions de gaz à effet de serre, le principal facteur d'érosion de la biodiversité, le principal facteur de dégradation des sols et des ressources en eau. Et puis ça ne s'arrête pas là, puisque l'alimentation est également embarquée dans les questions de justice sociale. Alors paradoxalement, ce sont les agriculteurs les plus pauvres qui sont en situation ceux qui produisent, censés produire, qui sont en situation de sous-nutrition pour la grande majorité, au moins pour la moitié des 800 millions. On peut penser aux questions de conflit, en zone de conflit, mais on peut aussi penser à des choses beaucoup plus insidieuses, comme le fait que les questions de surpoids et d'obésité affectent en particulier les classes les plus vulnérables en milieu urbain, du fait que l'alimentation riche en sucre, en graisse et en sel soit justement celle qui soit la plus accessible, la plus facilement accessible, celle qu'on nomme généralement de malbouffe. Alors, par rapport à tout ça, oui, il y a bien des évolutions qui se passent, et je pense que la génération des jeunes, chaque fois que moi j'en parle avec des beaucoup plus jeunes que moi, avec des enfants, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis il y en a beaucoup dans la salle ici. Je pense que ce n'est pas un hasard. Mais dans le même temps, tout ça se passe beaucoup trop lentement par rapport à l'ampleur des problèmes et par rapport aux défis qui se posent, beaucoup trop lentement pour des raisons qu'on pourrait qualifier de manière ironique de bonnes raisons, de vraies raisons. La première, ce sont des raisons d'ordre politique, à savoir l'incapacité à respecter le droit à l'alimentation qui est pour autant inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On peut penser aux asymétries de pouvoir dans les chaînes de valeur qui vont croissantes. On peut penser aussi à la difficulté à mettre en cohérence les politiques intersectorielles et qui rendent tout cela difficile, donc bien des questions d'ordre politique. On peut penser, deuxième bonne raison, entre guillemets, à des conflits d'intérêts. Alors immédiatement, on va penser au tabac, par exemple. Mais il y avait des articles dans Le Monde récemment à propos des pesticides. On peut penser, troisième raison, à des sentiers de dépendance, à la difficulté à changer nos modes de raisonnement et notre esprit. Et je pense en particulier à ce qui a prévalu au XXe siècle, à savoir produire plus pour manger plus, pour alimenter une population qui serait de 8, 9, 10 milliards d'habitants. Et ce néo-malthusianisme qui probablement se défendait au XXe siècle n'est peut-être pas ce qu'il convient de voir au XXIe siècle. On peut prendre l'exemple du vin s'il fallait convaincre quelqu'un, à savoir comment on passe d'une production de masse de produits de basse qualité à, au contraire, une consommation beaucoup moins importante en volume, mais de bien meilleure qualité. Et puis la dernière raison, c'est que tout changement implique des risques et des coûts. Et
s'il fallait prendre un exemple concret, par exemple la diminution des herbicides dans le domaine de l'agriculture, dès lors qu'on parle d'agroécologie, elle implique un surcoût en matière de main-d'œuvre. Qui paye pour ce surcoût? Est-ce que ce doit être l'agriculteur ou est-ce qu'au contraire, c'est une question de société? Donc par rapport à tout ça, comment on dépasse le blablabla? Comment on dépasse le fait qu'on ne s'engage pas suffisamment rapidement dans les changements? D'un côté, il y a besoin de mieux renseigner ces obstacles et la manière de les dépasser. Et là, la science peut jouer un rôle important. Et puis de l'autre côté, le besoin de s'engager dans des changements, dans des expérimentations. Et dès lors qu'on va parler d'expérimentation, l'échelle locale va dans un premier temps s'imposer. L'échelle locale, parce que chaque contexte est différent. On ne va pas en parler de la même manière à Paris, à Montpellier, dans le Massif central, au Yatanga ou dans le nord-est du Brésil. Et donc, à chaque fois, il nous faut des solutions qui soient adaptées. L'échelle locale, parce qu'elle permet d'imaginer un projet commun, une destinée commune, et de faire jouer les registres de solidarité, mais aussi l'apprentissage derrière les innovations. Et donc, on va pouvoir, comme ça, inventer des solutions adaptées à différents contextes, que ce soit de l'ordre de la production, de l'ordre de la transformation, de l'échange, de la commercialisation, de l'accès à l'alimentation. Et donc, expérimenter localement autour d'un accord, autour du vivre et du manger sain et durable, voilà ce qui aujourd'hui, pas nous pend au nez, mais nous stimule pour avancer. Merci, merci beaucoup Patrick. Et donc précisément, pour revenir à un niveau plus local et qui est celui qui nous entoure, à Paris, François, quels sont les enjeux et quelles sont les actions concrètes mises en place par la ville de Paris pour relever les défis que vient d'évoquer Patrick? Merci. Merci Séverine. Avant de répondre, je voudrais d'abord remercier l'IEA pour cette invitation, Madame la Présidente, et vous tous d'être là ce soir. Patrick, tu as parlé de consensus autour de l'idée du changement de l'alimentation, donc consensus scientifique peut-être, mais je ne suis pas sûr que l'alimentation soit un sujet extrêmement consensuel, notamment dans les débats générationnels que chacun peut-être vit dans sa famille ou qu'on voit dans les débats de société. Et je dirais qu'à la ville de Paris, on a un lieu qui n'est pas extrêmement consensuel non plus, qui est le Conseil de Paris, où il y a aussi beaucoup de débats. Et pour autant, eh bien, les conseillers de Paris se sont entendus à l'unanimité, c'est pas tous les jours, sur l'alimentation, puisque à l'été dernier, ils ont voté ensemble un plan d'alimentation durable dans la restauration collective qui concrètement décrit ce que vont manger nos enfants d'ici à 2027 dans les crèches, dans les cantines des écoles, des collèges, mais également les personnes âgées dans les EHPAD, les agents de la ville de Paris. Tout ça, ça représente quand même 30 millions de repas par an, donc c'est quelque chose de significatif. Et donc ce plan d'alimentation durable, il dit quoi? Il dit justement comment manger sain et durable, pour reprendre tes termes. Donc manger sain, notamment en bannissant, je dirais, notre restauration collective et donc de nos 1300 établissements, les OGM, l'huile de palme, les sels de nitrite. Donc on est la première collectivité en tout cas de cette dimension à ma connaissance, à interdire les sels de nitrite. Et c'est également donc, plus durable, donc c'est réduire l'empreinte alimentaire de cette restauration collective, donc notamment au travers d'une réduction de la part des produits carnés, puisqu'on sait qu'un des gros facteurs en fait, de l'empreinte écologique, c'est quand même la viande, les animaux et le bœuf. Donc il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la viande, mais peut-être de réduire la quantité pour une meilleure qualité. Et donc de ce point de vue, la ville de Paris, dans ce plan, s'est fixé l'objectif d'avoir chaque semaine 2 repas végétariens pour tout le monde. Et tous les jours une offre végétarienne alternative voilà, dans toutes les cantines parisiennes, ce qui est un vrai challenge et une transformation quand même notable de notre alimentation. Il y a également l'idée d'avoir 100% de produits de saison. Hein, ça aussi, c'est un facteur important pour réduire notre empreinte écologique. L'alimentation à Paris, c'est 17% des empreintes, de l'empreinte carbone totale. Donc, c'est un peu moins que les 30% que tu décrivais à l'échelle mondiale, parce que Paris, en fait, est très impacté par le transport aérien. Mais c'est quand même l'alimentation, le deuxième facteur hein, de cette empreinte climatique et premier facteur sur la biodiversité, comme tu l'as rappelé. Donc des produits 100% de saison et puis des produits 100% durables. Donc
en particulier en défendant le bio. Hein. La ville de Paris, aujourd'hui, est déjà 50% de produits bio dans ses 30 millions de repas par an, ce qui fait de la ville, de la collectivité, le premier acheteur bio en France. Et l'objectif de ce plan, c'est d'arriver à 2025, à horizon 2027, à 75% de bio et 100% d'alimentation durable en intégrant d'autres labels, mais très stricts, hein, comme le label rouge, la pêche durable ou les labels du commerce équitable, et surtout pas un label que certains connaissent peut-être comme la haute valeur environnementale, qui ne me semble pas du tout à la bonne hauteur de standard en termes d'usage de pesticides ou d'alimentation véritablement, d'agriculture véritablement durable. Et puis le dernier défi, qui est pas des moindres, dans ce plan, c'est d'arriver à ce que 50% de notre approvisionnement se fasse dans un rayon de 250 km. Donc ça sous-entend quand même de transformer beaucoup l'offre, puisque si je prends par exemple l'Île-de-France, vous voyez qu'on est dans un bassin céréalier, hein, un peu en caricaturant, mais donc très dédié à l'export, et donc on n'est pas sur, je dirais, des maraîchers bio ou de la polyculture élevage en agroécologie qui va fournir la restauration collective parisienne. Donc il y a énormément de chemin pour transformer une partie de ce territoire pour justement approvisionner notre restauration collective, sachant que la ville de Paris, comme ville, n'a pas la main en fait sur ce foncier agricole, elle n'a pas la compétence, elle n'a pas le territoire, donc ça sous-entend d'avoir des accords de partenariat avec, je dirais, des acteurs au-delà de son propre périmètre. Donc il y a vraiment une question de transformation de l'offre, qui est un défi important, de rapprocher l'offre de la demande. Et j'ai beaucoup parlé de restauration collective, mais en réalité, la question de l'alimentation à Paris se pose en termes plus généraux. Hein. À Paris, il y a 8 millions de repas qui sont pris chaque jour, hein, par les Parisiens. Et donc ça, évidemment, ça influe beaucoup sur l'empreinte sanitaire, environnementale. Et donc un des défis que tu as cité, c'est la question de la justice sociale. Alors nous, on appelle ça à la ville de Paris la question de l'accès de toutes et tous à une alimentation durable. Et donc on pense notamment aux publics précaires, aux habitants des quartiers populaires, aux personnes âgées dans les EHPAD, donc typiquement pour les personnes âgées qui ont des habitudes culturelles, alimentaires très très ancrées. Quand on leur sert plus de repas végétariens, moins de viande, je dois vous dire que c'est diversement apprécié voilà, par certains de ces publics. Mais c'est vrai des personnes âgées, c'est vrai aussi encore une fois de tous les âges. Hein. Pour citer une anecdote récente, il y a une dizaine de jours, on accueillait une délégation de villes européennes engagées dans le bio. Excusez-moi, c'est un réseau qui s'appelle Organic Cities. Et donc pour leur montrer comment on fait bien les choses à la ville de Paris, on les accueille dans une cantine du 12e arrondissement, d'une école primaire, d'un quartier tout à fait mixte, où on leur sert une omelette bio, locale, enfin bref, tout ce qui va bien. Et donc, je croise un enfant, donc je lui demande s'il a apprécié son repas. Je vois qu'il est manifestement en surpoids. Et donc, ce qu'il me répond, il fait une petite moue comme ça, il me dit mais pourquoi on ne sert pas des burgers? Donc, on voit quand même que l'alimentation, encore une fois, c'est vraiment un sujet très culturel, et que donc transformer, je dirais, enfin, faire évoluer les régimes alimentaires, c'est un enjeu de société extrêmement compliqué qui nous demande de toucher les familles, ce qu'on appelle les mangeurs, donc les convives, les enfants, tous nos publics. Et également aussi de travailler avec les personnels en restauration collective, les équipes qui nourrissent ces enfants et qui souvent ont des niveaux de rémunération qui sont relativement bas, qui n'ont pas forcément les formations initiales, les qualifications pour, je dirais, avoir une autre forme d'alimentation. Ils viennent avec leur bagage culturel qui est souvent justement des repas très carnés, une alimentation assez classique. Et donc pour ne pas arriver avec une idée très top-down comme ça, de voilà maintenant, voilà comment il faut bien manger, voilà comment il faut mieux manger, et ce qu'on vous demande de servir, il faut les embarquer dans cette histoire en leur proposant d'autres types de recettes, en montrant ce qui marche chez les uns, chez les autres, pour qu'ils partagent leur savoir-faire entre pairs. Et voilà, donc ça fait partie des grands défis, à la fois donc travailler, comme je disais, sur la question de l'offre, sur la question de la demande et sur ce rapprochement entre l'offre et la demande. Merci François, c'est très concret. On voit que même dans une grande métropole comme Paris, on peut donc faire des actions concrètes à condition de travailler à plusieurs niveaux de la filière, et on mesure, à ce que tu nous dis, la taille de l'enjeu et de ce qu'il faut faire. Et en dehors des métropoles, il y a aussi beaucoup de choses. Et Patrick, toi, tu as une excellente vision des initiatives au niveau mondial. Est-ce que tu peux nous donner quelques autres exemples? Et puis, est-ce que ces
ces initiatives locales suffisent? Comment est-ce qu'on peut penser la question de l'alimentation, je dirais, à un niveau global, en tenant compte des disparités entre le Nord et le Sud? Parce que c'est un grand système compliqué, tout ça. Merci. Ça dit, bon, et déjà, merci à François d'avoir rappelé que, parce que si ce n'était pas évident dans ce que j'ai dit, mais de l'avoir rappelé, que l'alimentation, c'est d'abord aussi un sujet qui polarise, qui divise, qui affronte, qui touche à l'intime, qui touche au culturel, qui touche à ce qu'il y a de plus sacré en nous et dans notre culture. Et du coup, s'il était facile de changer, ça se saurait. Non, c'est pas facile. Et donc, si j'ai pu me laisser prendre au jeu de Yaka, non, voilà, c'est pas si facile que ça. Et en même temps, on a un paradoxe énorme qui est que d'un côté, il faut que cette grande transformation s'opère pour toutes les raisons qu'on a évoquées, du développement durable à différents niveaux. Et de l'autre côté, on a un fourmillement, un foisonnement aujourd'hui, et heureusement, d'initiatives locales comme ce que tu as décrit. Celle de Paris est vraiment très solidement structurée et qui constitue autant de pépites et de joyaux à faire fructifier pour engager la transformation. Alors, on pourrait passer des heures, on ne les a pas là tout de suite, à en parler, mais effectivement, moi, en temps d'initiative locale, je pourrais aussi prendre d'autres exemples en France, hein, le campus de la transition en région parisienne, en Île-de-France, ou alors plus près de chez moi, la métropole de Montpellier qui s'engage dans une politique de transition agroécologique et alimentaire, mais on pourrait prendre aussi des exemples à New York avec des étals ambulants pour permettre aux populations les plus vulnérables de s'alimenter en fruits et légumes, ou alors des épiceries qu'on appelle healthy bodegas dans les rues de New York, pareil, pour pouvoir permettre l'accès des plus vulnérables à une alimentation diversifiée. Je pourrais prendre des exemples à Pékin de programmes d'éducation scolaire qui permettent de montrer qu'on peut réduire ainsi les questions de la prévalence des problèmes de surpoids d'un quart ou d'obésité d'un tiers. On peut prendre aussi des exemples en Guinée, en Afrique, où un problème d'accompagnement des producteurs par rapport à la contamination en aflatoxines cancérigènes des arachides permet justement de limiter les problèmes par des techniques de triage, de séchage et de conditionnement. Mais voilà, donc on pourrait multiplier, et tant mieux, et c'est très bien. Alors, elles ne sont pas toutes aussi structurées et complètes, s'intéressant à tous les registres des systèmes alimentaires. Mais l'idée, c'est aussi de dire que ce fourmillement, qui est nécessaire et qui est fécond, il ne suffit pas toujours. Il ne suffit pas parce que, et tu l'as très bien dit François, on ne peut pas, par rapport aux grandes villes et aux grandes métropoles, approvisionner uniquement en local. C'est juste impossible d'un point de vue technique, d'un point de vue économique. En plus de ça, les expériences locales ne sont pas toujours reproductibles. Elles sont adaptées à un contexte, et le fait de les reproduire ne va pas de soi. Elles valent dans un contexte technique, agronomique, politique, social, culturel, mais pas toujours reproductibles ailleurs. Elles ne sont pas toujours durables, ces expériences locales. On a l'impression, on fait souvent des raccourcis entre local et durable. On pourrait prendre de nombreux exemples qui montrent que le local n'est pas en tout point et forcément durable. Pour en donner juste un exemple, la concurrence peut être extrêmement exacerbée au niveau local parce qu'il est impossible de mettre en place des processus de régulation. Et puis finalement, les expériences locales, elles valent aussi parce qu'elles sont complétées et elles viennent s'articuler avec des dispositifs ou des actions qui prennent place à d'autres échelles. On peut, par rapport à cela, commencer par citer déjà les mises en réseau d'expériences locales qui se sont produites depuis quelques années, qui sont
intéressantes. On peut penser entre autres au pacte de Milan, qui a été mis en place après l'Expo universelle de Milan en 2015 et qui aujourd'hui rassemble 260 municipalités qui permettent d'apprendre en fonction de ce qui se fait à un endroit par rapport à d'autres endroits, qui permettent aussi d'organiser un plaidoyer et une action politique. On peut penser aux assises de la transition agroécologique et de l'alimentation durable que les métropoles de Montpellier et de Nantes ont mis en place et qui commencent aujourd'hui à agréger d'autres métropoles. Et puis surtout, il faut pouvoir penser l'articulation entre ces initiatives locales. Encore une fois, j'insiste, hyper importante, parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on met en œuvre, c'est là qu'on tisse les solidarités, c'est là qu'on invente de nouvelles manières avec ce qui se passe à d'autres échelles. Les autres échelles, c'est en premier lieu le niveau national. Alors, on va immédiatement en France penser à la loi Garot sur le gaspillage, à la loi Egalim sur le revenu aux producteurs et sur le gaspillage. On va penser aux projets alimentaires territoriaux et au cadre national qui est produit pour favoriser les initiatives locales. On va penser à Nutri-Score, au-delà de toutes les controverses sur les méthodes de calcul que cela suscite. Mais pour en donner quelques exemples par rapport à ce que tu me demandais, ça dit, on peut citer quelques exemples aussi ailleurs et qui sont illustratifs par rapport à chez nous. Je pense par exemple au Mexique et à la taxe sur les boissons sucrées qui a été mise en place en 2014 et dont on a démontré qu'elle permettait par exemple de diminuer de 17% la consommation de boissons sucrées chez les populations les plus vulnérables. On peut penser au Chili aussi, qui a mis en place en 2012 une loi sur l'étiquetage par rapport aux produits qui étaient obésogènes dans un pays où la moitié de la population est en surpoids et avec tendance obèse. On peut penser au Brésil, où alors je suis très latino-américain là, avec ces trois exemples, mais au Brésil qui a mis en 2006 en place un projet Fome Zéro, Faim Zéro, qui mettait en avant le droit à le respect du droit à l'alimentation, la souveraineté alimentaire, la décentralisation, et qui permettait de mettre en place des structures décentralisées par rapport à cela. Et puis, je finirai avec ça, c'est vrai au niveau national, c'est aussi vrai au niveau international et au cadre d'action et de pensée qu'il faut mettre en place au niveau international pour favoriser tout cela. Alors, précurseur, le Code international sur la commercialisation des substituts aux produits laitiers de 1981 par l'UNICEF et par l'OMS, mais beaucoup plus près de nous, les directives volontaires sur les systèmes alimentaires. Alors, ce ne sont, entre guillemets, que des directives volontaires, donc non contraignantes. Pensons à l'accord de Paris sur le climat par le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale, mais qui déjà permettent d'offrir un cadre pour travailler localement et à l'échelle nationale. On peut penser aussi au sommet sur les systèmes alimentaires qui a eu lieu en septembre 2021, duquel a émergé, et la France est très impliquée là-dedans, une coalition sur les cantines scolaires ou une coalition sur l'agroécologie et la transition agroécologique. Donc on voit bien que l'action, elle se structure à différents niveaux. On peut rêver demain de revoir les règles du commerce international en fonction de l'enjeu de manger sain et durable. Et par rapport à ce que je viens de dire, et je finirai avec ça, il va être difficile de penser que l'on puisse avoir le déclic, et tu m'as stimulé là-dessus et tu as raison, qu'on puisse établir un pacte à toutes ces échelles en même temps pour que la grande transformation et le grand jour arrivent. C'est juste impossible. Donc il nous faut construire une stratégie politique où il faut tirer parti des alliances qu'il est possible de tisser à un moment donné, dans un contexte donné, avec des acteurs politiques particuliers, pour organiser l'expérimentation et puis pour pouvoir contaminer à d'autres échelles et pour pouvoir porter soit une échelle infra, soit une échelle supra, par un engagement politique, par des rapports de force, la transformation dont on a besoin. Merci Patrick. Donc,
effectivement, cette question de l'alimentation, je prends ma casquette de sociologue ici, elle est cruciale. C'est un marqueur familial, c'est un marqueur social, c'est des enjeux de mémoire aussi. Donc, effectivement, la marche est haute, je pense. Et donc, merci pour cet aperçu. Et donc, pour en revenir à un niveau plus local, mais en essayant précisément aussi d'intégrer cette question d'une façon plus globale, comment peut-on composer, donc quand on est à Paris, et de surcroît la mairie de Paris, comment peut-on composer entre urgence, cette urgence qui est la nôtre actuellement, temps long, et également surtout contraintes administratives et politiques. Merci François. Merci, c'est vrai. Bon, alors, sur l'urgence, je pense que l'urgence, c'est déjà de travailler sur nos compétences propres en tant que collectivité, parce qu'une certaine manière, c'est le plus facile, c'est sûr que ce qu'on a attendu. Donc, excusez-moi d'y revenir, mais il y a la question notamment de la restauration collective, qui est vraiment un enjeu essentiel, et sur lequel on peut faire des choses pour approcher l'offre et la demande, comme je le disais tout à l'heure. Donc typiquement, quelque chose une innovation de cette année, là, c'est qu'au mois de février, on a accueilli à l'Hôtel de Ville, pour la première fois, donc les rendez-vous de la restauration collective durable. Donc on a mis dans les salons de l'Hôtel de Ville, qui sont presque aussi beaux que la salle ici, à la fois des producteurs de ce grand bassin parisien, et donc des 250 km autour de Paris, et nos acheteurs de nos différents gestionnaires de restauration collective. Alors pardon, mais il se trouve qu'à Paris, il y en a 21, parce qu'il y a 17 cases des écoles différentes, présidées chacune par un maire d'arrondissement, il y a plusieurs directions, etc. Donc tout ça, il n'y a pas un acheteur unique pour ces 30 millions de repas par an. Et donc, au travers de speed dating entre ces deux populations qui finalement ne se connaissent pas toujours, on a créé l'envie pour la restauration collective de se fournir plus facilement chez ces producteurs. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'on fait face à des enjeux des contraintes administratives, notamment le code des marchés publics, qui est très, très contraignant et qui découle finalement d'une vision très libérale de l'Union européenne, qui consiste à considérer que tout le monde, tous les acteurs de l'Union européenne doivent avoir un accès égalitaire finalement aux commandes publiques. Et donc typiquement, ça nous interdit, nous, d'intégrer des critères de localité, de proximité géographique dans nos marchés publics. Donc c'est très ennuyeux quand on veut avoir 50% de notre alimentation qui vient de très près. Et donc on joue là-dessus avec des petites astuces. Par exemple, on va mettre dans l'appel d'offres qu'on va lancer, qu'on souhaite qu'en plus de nous fournir, je ne sais pas, X kilos de patates, eh bien, les enfants de l'école à qui on servira ces patates puissent aller voir à la ferme comment les patates ont poussé. Donc forcément, c'est plus compliqué quand vous êtes en Pologne de faire venir les enfants parisiens de répondre au marché public. Et c'est vrai que ces marchés publics, par ailleurs, ils sont structurés de telle manière que si on ne travaille pas dessus, ils favorisent les grands acteurs qui sont capables d'avoir des gammes de produits très, très variées, de fournir des fruits et légumes, d'autres denrées en toute saison. Donc nous, il faut vraiment qu'on travaille sur ce qu'on appelle l'allotissement des marchés, donc des marchés plus petits, plus adaptés à des producteurs, une simplification des procédures, une meilleure visibilité tout simplement de nos besoins à venir. Donc on a créé là aussi, c'est une nouveauté qui paraît tout simple mais qui a pris beaucoup de temps à se constituer avec ces 21 gestionnaires. On a fait une frise des marchés publics à venir sur les 5 prochaines années. Voilà, qui va avoir besoin de combien, de quoi, pour que nos agriculteurs locaux puissent se projeter. Et puis on peut aussi accompagner la structuration d'un certain nombre de ces acteurs en coopérative. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle la coopérative Bio Île-de-France, qui, comme son nom l'indique, fédère des agriculteurs en bio en Île-de-France, qui devient maintenant un des plus grands fournisseurs de la ville. Mais il y a tout un tas de coopératives comme ça partout dans les régions. Il y a un réseau qui les fédère qui s'appelle le réseau Manger Bio. Excusez-moi, je suis un peu long parce que là, je suis au premier point de mon histoire d'urgence. Et donc, le deuxième sujet d'urgence sur lequel on peut agir, c'est, là, je sors de la restauration collective, c'est la question de la précarité alimentaire. Donc, on a notamment eu, pendant la crise sanitaire, un sujet très important sur les étudiants, une population que tu connais bien, Sadi, et Patrick, enfin tous les trois d'ailleurs, pardon. Et donc, on a vu, et ça c'est formidable, les étudiants eux-mêmes se mobiliser pour trouver des réponses à cette crise et donc monter des associations. Alors typiquement, il y en a une qui s'appelle Copin, COP'1, et qui a fait un travail formidable pour organiser des distributions alimentaires. Et donc, nous, classiquement, la ville de Paris, on soutient financièrement beaucoup d'associations de l'aide humanitaire. Mais ce qu'on a fait là, c'est qu'on a en plus vraiment soutenu en logistique et on a accueilli cette association et d'autres dans nos locaux. Par exemple, la Maison des initiatives étudiantes, qui est
qui sont des équipements en régie directe gérés par la ville de Paris. Voilà, donc des exemples concrets pour accompagner accompagner ces distributions alimentaires. Un autre exemple concret, le restaurant de l'hôtel de ville, le restaurant administratif, sert aux agents de la ville au déjeuner, mais le soir, il n'était pas utilisé. Et donc, maintenant, on a une association qui s'appelle La Chorba, qui, tous les jours, investit ce lieu après le déjeuner des collaborateurs de cabinet, parfois des élus ou de nous-mêmes, pour servir des repas au public précaire. Et puis, en dernier exemple, là encore, je crois que je savais parler, Sadi, qui est l'idée qu'on puisse faire en sorte que, y compris sur ces acteurs de la précarité alimentaire, on puisse travailler sur une alimentation plus durable. Et donc, on va financer la fondation de l'Armée du Salut pour qu'elle puisse avoir un approvisionnement auprès d'une plateforme qui s'appelle Quel Bon Goût, qui va s'approvisionner auprès de producteurs engagés pendant l'agriculture paysanne en Picardie. Et donc, en finançant un peu le delta, parce que ça coûte plus cher, mais ça rémunère mieux aussi les agriculteurs d'avoir des produits de qualité plus durables. Et donc, avec ces denrées, la Fondation Armée du Salut peut ensuite redistribuer en repassant par d'autres associations d'aide alimentaire pour toucher ces publics précaires. Voilà, ça, je dirais, c'était pour l'urgence. Et si on se projette maintenant sur un temps plus long, il y a, comme je l'ai dit, la question de la structuration des filières qui est très importante. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil de Paris vient de voter à nouveau à l'unanimité, décidément sur l'alimentation, la création d'une nouvelle structure qui va s'appeler Agri Paris Seine, qu'on a créée, donc la ville de Paris, avec la métropole de Rouen, la métropole du Havre, la métropole du Grand Paris, la Seine-Saint-Denis, un territoire de Lyon. J'espère que j'oublie personne d'autre Paris. Là, je vais me faire raconter sinon, mais je crois on est 7 membres statutaires pour démarrer cette association, et dont l'objectif, c'est justement de fédérer des territoires à la fois producteurs et consommateurs pour rapprocher l'offre et la demande, pour identifier les trous dans la raquette en termes de lieux de transformation, de stockage, des circuits logistiques, pour financer les bons outils, qu'on ne les refinance pas X fois, pour que typiquement les rendez-vous de la restauration collective durable qu'on a accueillis en février à l'échelle parisienne, ça puisse se démultiplier en accueillant encore plus de producteurs, d'encore plus de territoires, avec encore plus de restauration collective en face. Voilà. Donc on croit beaucoup à la constitution de cet outil, dont j'espère vous allez entendre parler dans les prochains mois quand il sera officiellement créé. Et puis pour, je dirais, toujours cette structuration des filières, c'est important de travailler sur les débouchés pour les producteurs, donc au travers de la restauration collective, j'en ai beaucoup parlé, de la précarité alimentaire, mais aussi au travers de la grande distribution, de la grande consommation. Et donc pour ça, la ville de Paris finance le maillage de restaurants ou de commerces durables, vrac, locaux à Paris. Voilà. Et puis le deuxième grand défi que je citais tout à l'heure, c'est donc plutôt la question de la sensibilisation du grand public à l'évolution de leur mode de consommation. C'est vraiment un enjeu essentiel. Donc cette association Agri Paris Seine fera aussi du plaidoyer à la fois vis-à-vis des échelles supra. Tu as dit qu'évidemment il faut à l'échelle internationale revoir les règles du commerce mondial, et à l'échelle nationale aussi revoir beaucoup de choses certainement à l'échelle européenne, mais aussi donc vis-à-vis du grand public pour leur faire prendre conscience aux gens. Tu disais que la marche était haute, Séverine. Je pense qu'elle est haute aussi parce que simplement il y a un défaut d'information des gens sur l'empreinte alimentaire. Tout simplement, moi, avant de prendre ce poste, je ne savais pas qu'il était préférable finalement et largement de manger des bananes de Martinique plutôt que de manger des tomates françaises, enfin métropolitaines, hors saison. Voilà, qui a une empreinte climatique 3 fois supérieure aux bananes de Martinique. Et si on prend un kilo de bœuf, c'est 200 fois plus qu'un kilo de bananes de Martinique. Voilà, mais c'est des ordres de grandeur qu'on n'a pas forcément et qui nous invitent quand même à repenser nos modes de consommation. Je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus d'information, et c'est un des objectifs qu'on porte avec un festival auquel je vous invite, qui se tient à partir du 10 juin, du 10 au 17 juin. Ce sera la 2e édition, ça s'appelle le Festival du mieux manger. C'est pas le bien manger, on n'a pas vocation à dire comment on mange bien, mais en tout cas comment on a tous vocation à mieux manger. Et on va, je dirais, valoriser toutes ces initiatives, essayer d'informer le public sur l'importance du local, y compris de l'agriculture urbaine aussi, qui est un axe, un bon levier finalement de sensibilisation des publics à l'agroécologie. Et la ville de Paris a lancé un programme qui s'appelle les pariculteurs. Peut-être vous avez entendu parler de ce dispositif qui en gros consiste à mettre à disposition des toits, des façades,
parfois des sous-sols même, pour des champignons, des endives ou d'autres. Et on a comme ça déjà 34 hectares d'agriculture urbaine à Paris grâce à ce dispositif. Voilà. Merci beaucoup, merci François et merci Patrick. On vous avait demandé de préparer des exemples concrets. On est servi, effectivement. Et maintenant, la parole est au public. Là, vous êtes venus nombreux malgré les difficultés de transport du au grève. Et donc, vas-y. En fait, il y a certes la question, me semble-t-il, de la socialisation, comme tu le fais, c'est-à-dire effectivement expliquer aux gens exemple tomate banane, la question aussi du bien, comment le bien manger est aussi une question de bonne santé, etc. Mais là, il y a aussi un enjeu économique, c'est-à-dire voilà, il y a une disparité d'accès à l'alimentation, enfin de prix entre l'accès à l'alimentation bio et l'alimentation de base, avec ce qu'on appelle la malbouffe. Et du coup, quelles sont les actions possibles à mettre en œuvre pour que ce bien manger soit accessible à toutes et à tous, voilà, d'un point de vue très économique. Ouais, il y a un véritable enjeu. Alors, j'ai deux éléments par rapport à ça auxquels j'ai envie de répondre, mais il y aurait tellement... Enfin, voilà, j'aimerais passer 2 heures à en discuter, mais non, c'est 2 minutes ou un peu plus. Le premier, c'est le fait, à l'évidence, le marché et l'accès montrent qu'on n'est pas sur des comportements et des processus individuels. On est bien sur des processus sociaux et qui sont conditionnés en particulier par des constructions sociales et politiques. Et pas uniquement par manger bien, ce serait un acte individuel qu'il faudrait promouvoir et qui serait idéal. Au contraire, on est pétri de facteurs qui conditionnent nos comportements. Dans un rapport du groupe d'experts de haut niveau dans lequel j'étais, on a entre autres mis en avant ainsi la notion d'environnement alimentaire. Et l'environnement alimentaire, c'est en fait l'ensemble des facteurs qui conditionnent nos choix en tant que consommateurs. Donc ça va depuis l'information et aux interdits, jusque le fait de se retrouver dans ce qu'on appelle un bourbier alimentaire ou un désert alimentaire, et les modalités d'accès, et puis bien évidemment le prix. Et les taxes, les subventions. J'ai fait référence tout à l'heure à l'exemple du Mexique sur les boissons sucrées, mais on pourrait en donner bien d'autres. Donc effectivement, il y a un enjeu. Si on veut faire de l'alimentation un levier du développement durable, il y a un enjeu à concevoir des environnements alimentaires qui favorisent cela. Et le prix et l'accès sont 2 leviers importants, en particulier pour l'action publique. Maintenant, je vais provoquer peut-être un petit peu pour le moment, au moment du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies, on a fait un premier exercice de modélisation et on est arrivé au résultat, au fait que le prix de l'alimentation serait d'environ 1/3 du coût de l'alimentation. Ça en macro au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on ne paye l'alimentation qu'1/3 de ce qu'il coûte réellement, dès lors qu'on tient compte de ce que les économistes appellent les externalités dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'environnement. 1/3. On ne va pas vous demander demain, et en particulier pour les plus vulnérables, de payer 3 fois plus cher l'alimentation auquel vous accédez. N'empêche qu'il y a bien quelqu'un qui le paye, cet écart. Et le quelqu'un qui le paye, ça peut être la génération future, dès lors qu'on parle d'environnement. Ça peut être le système de santé et nos impôts à tous. Et du coup, on voit bien que peut se mettre sur la table un véritable débat politique autour du prix, autour du coût, autour de l'écart entre les deux et autour de la manière dont on structure le marché. C'est pour ça que je faisais référence aux règles de l'OMC tout à l'heure, dont on structure les règles du commerce international pour favoriser l'alimentation saine et au contraire taxer l'alimentation qui ne l'est pas. Donc on a bien là un nœud, un cœur qui se joue au niveau local dans l'accès, qui se joue au niveau mondial dans les règles qu'il faut se donner.
tout à fait en phase. Donc, est-ce que le bio, finalement, ça coûte plus cher de manger bio? Moi, je dirais que ça dépend ce qu'on met dans son panier bio. Et en fait, ça rejoint finalement la question de la production alimentaire mondiale, où on se demande est-ce qu'on pourrait nourrir la planète en bio, et donc sous le contrôle du chercheur à mes côtés. Si on reste dans ce régime alimentaire en ne changeant pas la part de produits carnés, en ne gaspillant toujours autant, et voilà. Si on ne change rien à notre système agroalimentaire, non. Mais si on fait évoluer ce système agroalimentaire, on pourrait bien sûr nourrir la planète en passant 100% en bio. Donc cette question économique, en effet, elle est essentielle, mais il faut déconstruire des idées reçues de ce point de vue. Et je rappelle aussi que la part, en tout cas que les Français, mais sans doute on peut extrapoler à l'échelle mondiale, consacrent dans leur budget à l'alimentation, n'a jamais été aussi faible et a toujours décru drastiquement. Donc pour prendre un exemple concret sur la question de comment on peut, je dirais, encourager les gens à comprendre que finalement manger bio ou manger durable, c'est pas forcément plus cher qu'autre chose. Je citais un exemple qui est vraiment une expérimentation et qui est voilà, modeste en termes de dimension, qui s'appelle les défis foyer alimentation positive. Donc c'est un programme qu'on mène avec le groupement des agriculteurs bio Île-de-France, qui porte bien son nom. Donc voilà, encore une fédération d'agriculteurs bio dans la région. Et donc ils choisissent 25 familles dans un quartier populaire. Ils vont regarder le ticket final de leur panier moyen de course d'un mois donné dans l'année. Et ensuite, pendant 12 mois, ils vont les accompagner pour que ce qu'ils achètent évolue, notamment qu'il y ait plus de denrées, de produits bruts, plus de produits de saison, peut-être moins de viande, mais plus de qualité. Et donc, avec l'idée qu'à la fin de l'année, ils soient passés le plus possible en bio et que le ticket de caisse, au bout d'un an, soit au même tarif que l'année précédente. Et pour ça, on va leur donner des idées, des recettes, typiquement apprendre à cuisiner de topinambour plutôt que d'aller acheter une barquette de carottes râpées en sauce, voilà, une barquette plastique en plus. Voilà, donc tout ça c'est possible, mais évidemment ça prend du temps, ça demande un changement de culture. On revient toujours à ce qu'on se disait, cette question de culturelle finalement autour de l'alimentation, mais ça fonctionne très bien. Alors ce qui est sympa en plus, c'est que c'est un défi, et donc à la fin les familles un peu comparent, elles sont en deux groupes, et l'objectif c'est évidemment d'avoir le plus possible réduit à la fois son empreinte alimentaire et le ticket de caisse en sortie pour la famille. Merci beaucoup, merci pour la présentation et les échanges. J'avais une question qui était plus ciblée sur le cas de la ville de Paris, où vous disiez qu'il y avait une sorte de prise en compte des enjeux sociaux, notamment via un accès de tous et toutes à une alimentation saine et durable. Est-ce que vous avez considéré une autre part, disons, des enjeux sociaux liés à l'alimentation, qui est celle de la qualité de vie des agriculteurs, des conditions de vie, des conditions de travail et de la rémunération, et même des enjeux sociaux de solitude ou d'environnement de travail, ce genre de choses? Oui, absolument. C'est tout le sens de ce projet que j'ai évoqué rapidement, qui s'appelle AgriParisien, qui est justement cela, d'être dans un vrai rapport de réciprocité avec les territoires avec lesquels on s'est fédéré pour constituer cette association, et demain avec plein d'autres territoires qu'on espère nous rejoindre, territoires ou associations typiquement coopératives ou autres d'agriculteurs, pour que eh bien, on ait une juste rémunération des agriculteurs et qu'ils puissent alimenter notre restauration collective, ou plus largement les bassins de consommation, ou irriguer notre fameux maillage de restaurants ou de commerce bio durable. Voilà, donc ça c'est vraiment en effet un élément essentiel, puisqu'on sait que en effet, les agriculteurs, c'est un métier de plus en plus compliqué. Mais on voit aussi d'ailleurs que le système agroalimentaire aujourd'hui ne trouve pas de réponse à cela. C'est-à-dire que la situation empire d'année en année, donc il faut vraiment changer, encore une fois transformer. Et donc là, on retrouve finalement le consensus au moins scientifique que tu rappelais en ouverture. Voilà. Donc j'espère qu'AgriParisien va trouver des réponses à cela. C'est un des objectifs majeurs qu'on porte là-dessus. Bonsoir. Vous avez parlé de culture alimentaire. Vous avez votre exemple de cet enfant qui vous parliez d'un hamburger, etc. Mais les cultures, elles se façonnent, et elles se façonnent par la publicité qui est menée par l'industrie alimentaire.
Donc à la fois, il y a un lavage de cerveau hein, qui est mené par cette industrie et aussi, je veux dire, la production de cette industrie agroalimentaire qui cause énormément de dommages sur la santé avec les additifs, enfin, tout ce qu'on peut savoir de mauvais qui est présent dans l'alimentation de tous, mais qui touche malheureusement les catégories sociales les moins aisées parce que forcément les prix sont les plus bas. Je ne vous ai pas entendu remettre en cause les techniques de l'industrie agroalimentaire, qui est quand même, ça me paraît fondamental dans la question de la gestion de la crise alimentaire aujourd'hui, par rapport à ses ravages et par rapport à la manière dont elle contourne les normes politiques, etc. Bon, voilà. Bon, comme vous nous avez provoqué, moi je vais provoquer. Et si vous n'avez pas entendu, c'est que vous avez mal écouté. On a parlé de conflit d'intérêts, on a parlé d'asymétrie de pouvoir dans les chaînes et dans les filières. En tout cas, on l'a mentionné. Et on a parlé du fait que la construction d'un environnement alimentaire qui comprend justement tout ça est vraiment un enjeu d'action publique et d'action pour le développement durable. Pouvoir le renseigner, pouvoir renseigner les obstacles aux transformations, et ça en fait bien partie, mais après pouvoir le renseigner de manière, alors là désolé, je prends la casquette de chercheur, mais du coup par rapport à des connaissances ou des informations qui sont validées, pas du tout pour penser que la science est prescriptive ou surplombante, hein, c'est pas du tout mon propos ici, mais c'est juste d'affirmer aussi un autre rôle de la science, qui est d'informer, d'éclairer et de rendre visibles des choses qui peuvent être contre-intuitives ou au contraire qui peuvent faire référence à des amalgames. Donc vraiment pouvoir renseigner cela, sortir de processus de diabolisation excessive, parce que si vous prenez au mot ce que j'ai dit tout à l'heure, si on a besoin d'impact et de reconstruire avec tout ce que j'entends derrière la notion d'utopie, de reconstruire un monde nouveau ou un monde idéal, c'est bien en arrivant à poser ces enjeux-là et à les dépasser. Donc moi je reviendrai sur l'exemple de la ville juste à l'instant. Je pense que la ville, c'est un noyau, et la politique urbaine, c'est un noyau vraiment important. Je fais le lien avec la question précédente, parce qu'en s'adressant à des consommateurs urbains, on s'adresse aussi à la population qui a perdu la connexion la plus forte avec la production. Et on ne peut tout juste pas forcément vivre complètement déconnecté en tant que consommateur urbain par rapport à ce qui se passe dans le rural. Votre question, on a au contraire besoin de reconstruire ce lien, et c'est en ville qu'on va reconstruire ce lien à propos d'une compréhension de ce qui se joue, des enjeux, des oppositions, des conflits d'intérêts, mais aussi des possibilités de repenser les systèmes alimentaires autrement qu'en les polarisant entre ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je veux bien compléter. Si. Parce que je suis à la fois, je vous remercie pour votre question, et en même temps je suis un peu inquiet parce que si vous n'avez pas entendu ça dans nos propos, je suis passé un peu à côté de l'exercice, puisque justement nous voulons en effet faire évoluer le système agroalimentaire. Je vais prendre un exemple qui m'a marqué récemment en allant à une autre conférence sur la question du gaspillage alimentaire. Qui est vraiment qui illustre, je dirais, la folie du système dans lequel on est aujourd'hui, et aussi qui montre comment on peut agir par rapport à ça. Donc vous savez qu'il y a évidemment énormément de gaspillage qui est fait, je crois que tu l'as dit Patrick tout à l'heure, qui est fait en fait en amont de l'assiette. C'est-à-dire que 53%, je crois, de ce qui est jeté, en fait, ne l'est pas au moment où ça arrive dans notre assiette et on ne mange pas, mais simplement parce que au moment de la production ou de la transformation, eh bien, voilà, ça ne passe pas les normes extrêmement strictes qui sont fixées par le système agroalimentaire. Donc typiquement, les fameux fruits et légumes hors normes, parce qu'ils ne sont pas suffisamment grands, ou ils sont biscornus ou autres, et donc ils sont jetés. Et donc, j'écoutais là-dessus, genre, je ne sais pas s'il faut parler de start-up ou de John Pousse, en tout cas, parisien, qui s'appelle BISC, B2ESK. Voilà, je leur fais leur promo parce que je trouve que c'est vraiment formidable ce qu'ils ont mis en place. Ils travaillent sur cette question-là. Et avec la caisse des écoles du 20e arrondissement,
ils ont mené un partenariat sur la question du fromage à raclette, puisque vous savez que le fromage à raclette, il est vendu en supermarché selon des espèces de carrés sous format plastique. Et évidemment, le fromage à raclette, au départ, c'est rond. Donc vous imaginez la perte qu'il y a au moment de la transformation de ce fromage. Et donc, cette structure BIS qui est allée récupérer ce fromage à raclette, l'a retransformé, je ne sais pas exactement comment, avec les cuisiniers de la Caisse des écoles du 20e arrondissement. Et grâce à ça, eh bien, il y a 13 ou 17 000 enfants qui ont pu manger de la raclette voilà, une journée. Voilà. Donc oui, il faut absolument faire évoluer ce système agroalimentaire. C'est clairement la position de la ville et ce qu'elle porte au travers d'AgriParisSen, qui est un outil, entre autres, de plaidoyer pour cette transformation du système alimentaire. Bonjour. J'ai une petite question par rapport à la question des temporalités de la transition. En effet, la transition, c'est à long terme, c'est dans la longue durée qu'on réfléchit un peu sur tous les plans, tous les projets. Et du coup, ce que j'analyse un peu, c'est qu'il y a toujours, quand on parle de transition, il y a toujours des petites niches sociotechniques qui s'installent dans différents endroits, mais ce sont des petits exemples, en fait, qui jamais se mettent en échelle. Donc, il y a toujours des petits exemples et un petit projet qui se déroule dans le temps, mais après disparaître. Il y a quelques notions qu'on retient, mais je ne sais pas si la ville de Paris a un projet à long terme qui regroupe tout ce type d'initiatives. Et aussi, s'il y a une stratégie spatiale aussi, parce que Paris, c'est complètement hétérogène. Il y a une hétérogénéité énorme dans la question spatiale. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que penser au futur. Évidemment, vous mettre en place déjà certains projets au court terme, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose plus long qui regroupe cette initiative. Je m'excuse parce que je vais forcément, vous allez être agacé que je fasse la même réponse, mais c'est notre outil AgriParisSen qu'on est en train de créer. C'est vraiment à ça. C'est un outil de long terme. Alors, il a commencé à travailler très rapidement, mais malgré tout, l'idée, c'est de fédérer tous les territoires autour du bassin de la Seine pour structurer ces filières alimentaires. Et comme je le disais, avoir plus de lieux de transformation, plus de lieux de stockage, plus de lieux de production en agroécologie, et donc de pas bypasser, mais enfin, avoir une autre forme d'approvisionnement. Pas que pour la restauration collective, pour l'ensemble des 8 millions de repas qui sont pris chaque jour à Paris, que celle du système agroalimentaire dont on parlait à l'instant. Donc c'est vraiment ça notre réponse à long terme. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que on pense, moi je pense en vous écoutant qu'il y a un enjeu aussi très important, on l'a dit, international, national. Il faut aussi travailler sur les normes. La ville de Paris ne peut pas tout. J'essaie de vous démontrer aujourd'hui qu'on fait beaucoup de choses, mais il y a vraiment une question de faire évoluer les normes. Et pour ça, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la question du vote. C'est à un moment donné d'aller choisir des élus qui vont porter une autre forme de société, d'agriculture, de système agroalimentaire que celui qui est porté aujourd'hui, avec des normes environnementales plus strictes. Merci beaucoup pour les présentations. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture urbaine. On est à 34 hectares sur Paris, si je ne me trompe pas. Et je me demandais si ce n'était pas faire fausse route de trouver ça nécessaire et quel était l'avis de la mairie de Paris sur l'agriculture urbaine et sur les futurs développements possibles. Ouais. L'agriculture urbaine dans le monde entier, c'est vraiment un enjeu important. Alors, je laisserai François éventuellement compléter pour Paris, mais on voit en fait qu'il y a un dynamisme très très fort autour de l'agriculture urbaine et elle présente des caractéristiques qui sont intéressantes. La première, c'est par rapport à la question des niches, de la transition et de la transformation, de montrer en expérimentation réelle quelque chose, de retisser du lien. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant à retenir de l'agriculture urbaine pour l'avenir, qui est la confrontation entre des circuits formels et des circuits informels en ville. C'est-à-dire entre, en particulier, la grande distribution et des circuits de proximité. Et cette articulation-là de différents systèmes alimentaires, elle est tout simplement un fantastique laboratoire en ville qui permet aussi
de repenser à plus grande échelle. C'est-à-dire que la ville, elle peut aussi être considérée comme un laboratoire d'expérimentation absolument phénoménal. Donc on ne résoudra pas avec l'agriculture urbaine les problèmes d'approvisionnement qu'a signalé François tout à l'heure, à juste titre. Il a parlé de rayons de plusieurs centaines de kilomètres, bien évidemment. Il n'empêche qu'en ville, on peut aussi expérimenter des formes tout à fait nouvelles, tout à fait innovantes d'articulation entre de l'alimentation saine et durable de proximité avec de l'alimentation à longue distance via les supermarchés. Et il ne faut absolument pas se priver de ça. Donc la ville comme terrain d'expérimentation, mais ça fait peut-être aussi référence à une autre session du séminaire sur les crises organisé par l'Institut et par l'école. Voilà. Pensez, il y a 2 endroits qui bougent vraiment beaucoup sur la planète et en particulier sur les systèmes alimentaires. C'est la frontière avec la forêt et c'est la ville. Et ces 2 endroits-là, ils doivent vraiment être des lieux d'expérimentation et des lieux de conception nouvelle. Et la ville, il faut vraiment insister là-dessus. Donc, connecter ce qui se passe dans un endroit comme Paris avec ce qui se passe au niveau normes, régulation, législation au niveau national ou grandes directives au niveau international, aux révisions des règles du commerce, c'est ça l'enjeu de la transition et du dépassement des niches. Donc d'abord, nous, je souscris évidemment à 100% de ce qui a été dit, et on est lucide, la ville de Paris, on ne pense pas évidemment pas que l'agriculture urbaine va répondre à la demande, puisque j'ai entendu ce matin, mais je ne suis pas sûr de la stat, il faudrait 78 fois la surface de Paris pour nourrir les Parisiens. Mais en revanche, oui, on est extrêmement favorable, et je crois qu'on est dans les villes pionnières, voire les pionniers peut-être à cette échelle-là sur l'agriculture. D'ailleurs, on reçoit énormément de délégations internationales qui viennent voir ce que nous avons mis en place. Il y a aujourd'hui un programme qui s'appelle Montréal Culteur, qui est inspiré des pariculteurs. Voilà, donc c'est quelque chose, une chose en effet à laquelle on croit beaucoup. Et ça coûte à la ville de mettre à disposition ses toits, ses espaces. Je veux dire, le foncier à Paris, vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et bien évidemment, on ne fait pas payer le prix aux acteurs souvent associatifs qui font l'agriculture urbaine de ce que ça représente. Mais on le fait parce qu'on pense que c'est une question de service public, d'intérêt général, et que ça nous semble extrêmement important. Donc on est extrêmement favorable à l'agriculture urbaine, tout en étant conscient que ce n'est pas la réponse suffisante. Oui, c'est bon ça. Bonsoir, merci du coup pour toute cette présentation. Moi j'avais une question sur les coopérations ou les conflits d'intérêts que vous pouvez avoir à la ville de Paris ou des exemples ailleurs sur des sujets qui sont autres que l'alimentation mais qui vont être en lien. Vous parlez par exemple, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on avait une part de notre budget dédiée à l'alimentation qui baissait de plus en plus. Par exemple, on a une part de notre budget qui est liée au logement qui augmente de plus en plus. On ne peut pas penser l'accès à l'alimentation sans l'accès au logement, par exemple, parce que sans accès au logement, forcément, les gens ne vont pas prioriser une alimentation qui est plus coûteuse. Et donc, il y aurait peut-être des dynamiques positives à créer dans ce sens-là. Et après, il y a d'autres choses qui sont plutôt des conflits d'intérêts. Et là, je pensais à, quand vous parliez d'avoir un contrat d'approvisionnement dans les 250 km autour de Paris, par exemple, on voit quand même qu'on a un étalement urbain, je pense au Grand Paris, au fait qu'on a des terres agricoles qui deviennent des lignes de métro. Du coup, est-ce que vous pourriez, je sais pas, me donner des exemples de choses que vous avez vues ou que à la ville de Paris ou ailleurs et qui seraient sur des coopérations en fait sur d'autres luttes, on va dire. Alors, brièvement, moi je dirais, je réponds pas directement. Je suis désolé parce que je vais être mauvais, mais ce que ça me fait dire, c'est on voit bien que l'alimentation, elle est au cœur de tout un tas d'enjeux qui la dépassent largement. Souvent, quand on pense à l'alimentation, au développement durable, on pense à l'ODD 2, l'objectif de développement durable numéro 2, fin 0, qui est résumé par fin 0. J'espère qu'on ne gardera pas ce résumé qui est extrêmement simplificateur. Mais on voit bien qu'on est au cœur de tous les enjeux de la ville durable, du logement, de la vie, de la santé, de la pauvreté, de l'injustice. Et qu'on ne peut pas à la fois... L'alimentation est un levier fantastique pour toucher les autres préoccupations, y compris celles que vous soulevez. Et dans le même temps, on ne peut pas les délier de ces considérations-là. Donc désolé, je ne réponds pas vraiment, mais si ce n'est par le fait que notre capacité à penser l'alimentation de manière intersectorielle
en lien avec les autres dimensions que vous soulevez, elle est absolument essentielle. Pardonnez-moi de donner un terme à cette discussion qui est passionnante, mais Patrick a un train très bientôt. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous avez eu aujourd'hui des exemples de comment on peut aborder et résoudre d'une certaine manière ce problème qui est très compliqué, qui est lié à beaucoup de choses, mais vous avez vu qu'il y a des initiatives. Ces initiatives sont possibles même dans les grandes métropoles où on pensait que c'était extrêmement difficile. Ce sont des initiatives qui se font à plusieurs niveaux. On a besoin d'initiatives locales, on a besoin de les mailler, on a besoin d'initiatives nationales. Et je pense que ce qui est important de retenir aussi, c'est que c'est un progrès qui va se faire ensemble et avec les acteurs. Et je suis un peu, j'allais dire, surpris et déçu de voir qu'on continue à poser la question toujours en termes antagonistes, hein, en disant « oui, mais il y a des problèmes, oui, mais c'est compliqué, oui, mais il y a des abus, oui, mais il y a des conflits d'intérêts ». OK, mais si on pose les questions de cette manière-là, et c'est la manière dont les humains ont tendance toujours à formuler les problèmes en situation de tension, c'est de la faute des autres. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Et ce qu'on a voulu vous montrer avec ces exemples-là, c'est qu'un autre monde est possible et qu'il est en marche. Alors, focalisons-nous sur les trucs qui marchent. On a vu qu'il y en a à tous les niveaux possibles. Ça demande énormément de travail. Ça demande un travail des acteurs, ça demande un travail des politiques, ça demande un travail administratif, ça demande un travail technique. Et il faut peut-être se focaliser maintenant sur « allons-y, la crise, nous sommes dedans ». Et on ne s'en sortira pas avec des anathèmes en disant « oui, mais les autres… » Les initiatives sont là, vous en avez vu, on pourrait continuer pendant des heures, il y en a plein. Hein. Et on vous a dit bah oui, mais c'est aussi un problème politique, votez, engagez-vous, contribuez, il y a des initiatives partout là où vous habitez, dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos campagnes, etc. Et allons-y de manière un petit peu constructive, parce que sinon on n'avancera pas et on n'a plus le temps de se battre les uns contre les autres. Donc pardonnez-moi d'être un petit peu excité, mais je pense qu'il est temps qu'on s'y mette maintenant. Ce cycle crise nous a montré sur différents aspects. Moi, je suis un pessimiste, hein, on me considère comme le prophète sombre de malheur ici, dans cet établissement. Hein. Mais je dois dire qu'en regardant et en écoutant nos collègues, ceux qui sont au pouvoir d'agir et ceux qui sont les chercheurs, on a eu une série de démonstrations de le monde qu'on veut reconstruire, il est possible, mais par contre, c'est du boulot et il faut s'y mettre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je voudrais remercier nos intervenants et laisser le dernier mot à ma collègue qui va nous parler de la suite. Merci Saadi. Donc juste un dernier mot, d'ailleurs pour commencer par remercier l'IEA, sa présidente Betnavé, et puis aussi Claire Jandel qui participe activement à l'organisation de ces cycles. Donc je remercie également nos intervenants du jour. Et le président de l'école pratique des hautes études également, Jean-Michel Verdier, pardon. Voilà, donc les soutiens importants de ce cycle. Et donc, je remercie bien évidemment Patrick Caron et François Moreau de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, c'était la dernière séance de ce cycle de cette année. Je vous renvoie, nous avons un site qui s'appelle Agir en temps de crise, sur lequel vous pourrez trouver la vidéo des séances précédentes et puis dans quelques semaines, cette séance-ci. N'hésitez pas à la partager. Et n'hésitez pas aussi à regarder le site parce que nous allons poursuivre cette aventure sur des thèmes que nous ne connaissons pas encore. Mais voilà, parce que effectivement, comme le dit Saadi, agir en temps de crise n'est pas un vain mot et les séances que nous avons pu avoir cette année ont montré que certes, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus et que ces micro-initiatives laissent entrevoir un futur sinon tout éclairé, du moins à peu près peut-être moins sombre que ce qu'on aurait voulu et pu imaginer. Merci.